Je suis Madame Joëlle Billet, j'ai 52 ans bientôt, je suis maman de 4 enfants, je suis congolaise et je suis une femme qui a démarré dans le monde journalistique lorsque j'avais à peine peut-être 19 ans, 20 ans. Donc, me considérant toujours comme étant de la maison, aujourd'hui j'ai une trentaine d'années d'expérience dans le domaine de la communication, mais du journalisme pur et dur. Et là, depuis quelque temps, je me suis aussi versée dans l'entrepreneuriat. Je suis administrateur à la Fédération des entreprises du Congo. Et tout récemment, j'ai été dans un autre bord, une autre rive, qui est celle de la politique, où j'ai été candidate à l'élection présidentielle de décembre 2023. La femme, c'est cet être qui, à mon sens, est rempli de toutes les valeurs intrinsèques qui fait d'elle vis-à-vis de l'homme non seulement la porteuse de la vie, non seulement celle qui entretient et développe, on va dire, une cohésion familiale, une éducation permanente, celle qui transmet les valeurs, celle qui, est capable de changer le monde, parce que la femme, au-delà de sa condition physiologique qui fait d'elle la porteuse de vie, est aussi cette aide à l'homme, aide complémentaire. Et j'ai envie de dire que la femme, loin de ce qu'on dit d'elle, sexe faible, est une personne très très brave, très forte, plus résiliente en tout cas que les hommes. La femme est plus, je dirais valeureuse, elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup de capacité de réaliser des choses importantes et dans multiples domaines et de façon simultanée. Donc en bref, la femme pour moi, c'est vraiment un ensemble de tout. J'irai même plus loin en tant que chrétienne de dire que c'est l'humanité qui se retrouve au-dedans d'elle. Alors, l'égalité des sexes, du point de vue sociologique, on aura tendance à me dire qu'on n'est pas pareil. Et j'ai même envie de penser aussi que nous ne sommes pas du tout pareils. Le sexe masculin, le sexe féminin, de par son ergonomie, de par sa fonction, c'est pas du tout pareil. Là où on peut parler d'une parité, ça commence à devenir au niveau intellectuel. Oui, le porteur du sexe féminin, mais vu du point de vue intellectuel, du point de vue de son raisonnement, du point de vue de ses capacités intellectuelles, de son intelligence, de sa détermination à mieux appréhender le monde. Donc je dirais que sur ce point-là, malheureusement, il y a eu un écart. La femme, elle a été d'une certaine manière brimée. La femme, elle a été laissée de côté parce que, vous savez, surtout nous en Afrique, les pesanteurs culturelles et les carcans traditionnels mettent un plafond de verre sur la femme, ce qui lui empêche de s'exprimer et d'avoir cette confiance en elle. Donc il y a eu cet écart qui s'est créé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous travaillons pour promouvoir le genre, promouvoir l'équité entre les deux sexes, pour que l'homme et la femme se sentent tous les deux des êtres à part entière, dotés de capacités et d'intelligence, et qu'ensemble, parce que c'est aussi ça la parité, ce n'est pas l'exclusion de l'homme, c'est aux côtés de l'homme, la femme évoluer dans ce monde qui de plus en plus est changeant, de plus en plus moderne, avec la technologie, avec les inventions de la science et tout ça. Donc voilà, ils ne sont pas pareils du point de vue physiologique, mais le sexe féminin, le sexe masculin sont pareils du point de vue intellectuel, mais la société, malheureusement, les met à l'écart, met à l'écart la femme, la société brime et domine la femme. Il faut que ces choses changent. Il y a eu des cassures, et ces cassures par beaucoup du taux d'alphabétisation. Quand il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'instruction, c'est difficile pour que la femme appréhende les choses de la même manière. Elle voit le monde avec un prisme qui est celui du prisme traditionnel, culturel. Donc lui dire à une femme, je prends dans un village,
je ne sais pas moi, du Bandundu, du Kassai, de n'importe où au Congo, que tu dises à une femme qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais suivi quelques télévisions, quelques informations à la radio, qu'elle est pareille à son mari, elle est capable de vous dire non mais attendez, d'où sortez-vous? C'est ce que j'appelle des pesanteurs culturelles. C'est là où l'éducation n'a pas réussi à transformer la société, eh bien les femmes ont du mal à se voir au même piédestal que l'homme. Mais pour vous, toi et moi qui avons eu le privilège d'aller à l'école, c'est un privilège, hein. On aurait pu être des Congolaises de Haru, des Congolaises de Tingi Tingi ou de ce privilège que nous avons eu d'avoir des parents déjà eux-mêmes éduqués et qui nous ont transmis aujourd'hui ces connaissances que nous perfectionnons par notre savoir, par notre curiosité et volonté de découvrir. Donc nous, aujourd'hui, bien sûr, il est incapable, impossible de nous dire que nous ne sommes pas pareils aux hommes et que nous n'avons pas appréhendé le fait que nous sommes égales. Non, au contraire, moi, je ne vois aucune différence. À l'école, j'ai eu des camarades, hommes comme femmes, il n'y avait aucune différence. On a été à l'université, il n'y a aucune différence. Et j'estime que dans la vie d'aujourd'hui, la vie adulte pour moi, la vie courante, il reste toujours pas de différence. Bien entendu, la société nous impose des limites, nous impose des dictats. La femme doit être comme ça, elle doit être soumise, elle ne doit pas parler, elle doit être toujours en train de dire oui, elle ne doit attendre que l'autorisation du mari. Ça, c'est les dictats de la société. Ça peut venir de l'église, ça peut venir des parents, ça peut venir des amis, mais c'est la société qui le dicte tel quel. Mais nous savons, toi et moi, qu'entre l'homme et la femme, il n'y a pas de différence. La place de la femme qui lui avait été volée et qui lui est peut-être encore volée dans plusieurs pays, que la place de la femme soit promue de façon équitable pour qu'elle retrouve sa liberté d'expression, sa liberté d'agir. Et nous devons travailler à travers des journées comme celle-ci où toutes les femmes à un moment donné, toute la société, le monde entier s'arrête à un moment donné pour pouvoir rendre opérationnel le mandat qui fait que la parité doit être mise sur la table. Donc c'est ce travail et nous le faisons lors du 8 mars. Ça nous permet de nous remémorer tous les efforts, tous les sacrifices, toutes les batailles, les luttes qu'ont eues nos pionnières dans ce domaine. J'ai envie de parler ici de Olympe de Gourges, j'ai envie de vous parler de Rosa Parks, j'ai envie de vous parler au niveau de la France avec les suffragettes, j'oublie le nom de, je crois que c'est Louise Michel. J'ai envie de vous parler de toutes ces femmes qui ont milité, mais ça c'est des femmes pour lesquelles nous avons eu des écrits. Mais nous savons que dans notre propre pays, nous avons eu une Kimpa Vita, parce qu'on ne va pas rester très occidentalisé non plus. Nous avons eu une Kimpa Vita et je suis sûre que ce n'était pas la seule, parce que rien que dans ma province, dans ma tribu, ce sont les femmes qui sont chefs. Vous voyez le paradoxe de cette société. Dans ma tribu, les femmes sont chefs et il existe beaucoup de tribus où les enfants, où la lignée, elle est matriarcale. Ça veut dire que les enfants appartiennent à la mère. Comment pouvez-vous donner des enfants à une personne que vous ne considérez pas ou que vous considérez faible? Ça veut dire que quelque part, il y a eu un semblant de reconnaissance de la valeur des femmes. Mais bon, malheureusement, on est dans une société dominée par des hommes très machos, très machistes. Le 8 mars intervient donc comme cette date où finalement, nous venons réclamer cette parité, nous venons réclamer l'équité, nous venons sensibiliser les hommes aussi à une masculinité positive, c'est ce qu'on appelle des hommes genrés, et nous venons travailler pour qu'on voit quand même que les femmes ne sont pas restées ce qu'elles étaient il y a plusieurs décennies. Les femmes aujourd'hui, elles ont évolué, elles sont dans des sphères dans lesquelles on ne pouvait pas les imaginer il y a quelque temps. Femmes pilotes, femmes générales d'armée, femmes caméramen, femmes président de la République. Voilà, c'est des postes auxquels on ne voyait pas les femmes. Mais aujourd'hui, plus rien ne se met devant nous comme des obstacles. Donc on peut saluer cette commémoration annuelle que nous faisons chaque 8 mars. Au-delà de ce plafond de verre que les hommes placent sur nos têtes, donc ce poids culturel et traditionnel, il y a quelque part aussi la part des femmes elles-mêmes. Il y a ce qu'on appelle un manque de confiance en soi, il y a ce qu'on appelle un manque d'estime en soi. Donc tu te dis, je ne suis pas assez
pas assez compétente, pas assez belle, pas assez présentable, pas assez outillée, équipée pour m'avancer. Donc c'est un manque de confiance de ces femmes qui font qu'aujourd'hui, même que les postes, les places leur sont quelque part offertes, non, offerte n'est pas le mot, que les places existent, elles ne se battent pas pour l'avoir. Et j'en veux pour preuve, rien que cette élection, la campagne présidentielle, vous savez, j'avais été, là je parle un peu de moi, je suis désolée, j'avais été, entre guillemets, recalée au niveau de la CENI. Mais là aussi, pour moi, je l'ai considéré comme une violence basée sur le genre. Parce qu'on m'a refusé l'accès à la candidature pour une raison pour laquelle le candidat juste avant moi, qui était un homme, lui a réussi à passer. Donc, c'est des arguments qui m'ont permis au niveau de la Cour constitutionnelle de m'organiser pour revenir réellement à la course. Et en revenant, j'ai tenu à faire entendre ma voix pour montrer que le leadership féminin est quand même dynamique. Ce n'est pas normal dans un pays de plus de 100 millions d'habitants qu'il n'y ait que 2 femmes, enfin à la limite qu'il n'y ait qu'une femme, parce qu'au départ, elle était là en 2018, elle est revenue en 2023. Je ne me serais pas avancé moins que la dame serait restée seule dans un pays de plus de 100 millions d'habitants. Ça, pour moi, c'était une insulte à la jeune féminine. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité à me battre bec et ongle pour permettre à ce que le taux de participation de la femme à l'élection présidentielle passe à 7% en 2023, alors qu'en 2018, il n'était qu'à 3%. Ça, pour vous dire que les femmes compétentes dans mon pays, je sais qu'il y en a. Mais des femmes extraordinaires, des femmes devant qui, moi, Joëlle Billet, je ne leur arriverai pas à la cheville. Mais malheureusement, comme je vous dis, il y a voilà, ces pesanteurs qui font que les femmes ne s'expriment pas, n'osent pas s'exprimer ou qu'on ne leur permet pas de s'exprimer. Dans tous les cas, il y a cette audace, ce passage de cap qui ne se fait pas. Et j'espère qu'au fur et à mesure, l'on verra un dynamisme se faire du côté des femmes en tout. À mon avis, lorsque les Nations Unies ou l'État congolais lancent un thème comme celui-là, ça revient au pouvoir public de le faire, premièrement. Après, il appartient aussi aux communautés, à la société, de pouvoir prendre en charge la transformation de la société. Mais laissez-moi vous dire que la tâche incombe en premier lieu à l'État, au gouvernement. Ce sont eux, à travers la formulation des politiques publiques, qui peuvent permettre à la femme d'être une femme, soutenue, encadrée, encouragée, promue dans ses compétences et dans sa possibilité de pouvoir participer à la gestion du pays demain, ou de pouvoir tout simplement évoluer dans une autre sphère. Mais quel que soit le domaine, quel que soit le secteur, c'est au pouvoir public, à l'autorité publique, c'est à l'État de mettre les conditions, je le dis bien à travers l'élaboration des politiques publiques, la mise en œuvre des politiques publiques et l'évaluation pour voir si c'est fait en bonnes conditions ou pas, pour pouvoir davantage renforcer ou modifier les différentes lois ou mesures réglementaires. Dans toutes les femmes, et j'en veux encore une fois pour preuve, les femmes rurales, par exemple, quand on dit qu'on doit investir en elles, on doit leur donner les moyens de leur politique. Elles sont bien dans leur environnement, ce sont elles qui nous aident à manger à travers le fait qu'elles produisent et que c'est cette récolte qui nous parvient ici à Kinshasa. Investir en elles, leur donner une formation pour qu'elles puissent produire encore mieux, pour qu'elles puissent varier les espèces, pour qu'elles puissent croiser les cultures, pour qu'elles puissent passer à d'autres technologies, faire peut-être une agriculture mécanisée. C'est en toutes les femmes et même en la jeune fille. Moi, je crois qu'on doit commencer à prendre de la même mesure qu'on prend la date du 8 mars, s'attarder aussi, et beaucoup plus d'ailleurs, à la date du 11 octobre, qui est la journée internationale de la jeune fille. Il va falloir investir en un enfant, investir en une jeune fille pour que celle-là demain soit
plus aguerries, pas comme toi et moi lorsque nous avons été à l'école, à part bien travailler en classe, on ne nous a jamais parlé de la donne de la parité, de la donne du genre, on ne nous en avait jamais parlé. Donc nous l'avons découvert dans notre parcours en évoluant. Il va falloir qu'on en parle déjà aux enfants maintenant pour que la société soit suffisamment avertie, aguerrie et que toutes les conditions soient mises pour rendre la femme beaucoup plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Cet investissement. Mais l'investissement, j'ai dit les pouvoirs publics, j'ai dit la communauté, mais l'investissement, c'est aussi la femme elle-même. Il n'y a pas un meilleur rendement dans l'investissement que celui qu'on fait sur soi-même. Et pour qu'une femme se forme, elle devra être davantage outillée dans son domaine de compétences. Si c'est une journaliste, il faudrait qu'elle lise davantage, il faut qu'elle se forme, il faut qu'elle passe du temps de recherche, il faut qu'elle se mette en collaboration avec des réseaux de journalistes à travers le monde. Il faut qu'elle soit une femme, on va dire, externalisée, ou pourquoi pas internalisée aussi, parce que journalisme ne veut pas simplement dire tourner vers l'extérieur. On aimerait davantage connaître le Congo, mais qui peut nous en parler aujourd'hui? Il y a très peu de géologues, très peu d'historiennes, très peu de géographes, très peu d'économistes. On est en général journaliste général, comme un médecin général. Mais plus on investit, plus on devient spécialiste dans les ODD, spécialiste dans l'environnement, dans le développement durable. Voici l'investissement que chacune des femmes, dans le domaine qui est le sien, devrait pouvoir faire. Mais encore une fois, d'abord les conditions sont mises par l'État, la société accompagne et la femme elle-même investit en elle et investit en ses pairs, les autres femmes. Les femmes de l'Est, ce sont des femmes en règle générale résilientes. Ça fait 30 ans que cette guerre de l'Est dure et ces femmes, elles résistent à toutes les affres, la misère, la pandémie, le volcan, Ebola, Covid, reguerre, remilice, état de siège et tout ce que tu veux, ces femmes résistent, elles sont résilientes. Mais je me dis, devrons-nous continuer, nous qui les voyons comme les femmes de l'Est? Ça veut dire tellement loin que ça ne nous concerne pas vraiment. À un moment donné, je crois qu'on doit plus s'impliquer. Ce n'est pas forcément à travers une marche, ce n'est pas forcément à travers une tenue particulière, mais c'est à travers des plaidoyers dans tous les niveaux, dans toutes les sphères de la vie. Le plaidoyer doit se faire pour que cette guerre s'arrête, mais parallèlement, la générosité des autres provinces doit être manifeste. On ne peut pas parler de l'Est alors que nous, on est tout le temps en train de prendre une bière avec tabac et puis les maillots. Et cet argent aurait pu servir à acheter ne fût-ce que des kits de dignité, on appelle, pour nos sœurs qui sont dans des camps de réfugiés, qui n'ont jamais vu quelque chose de propre depuis belle lurette. Et notre devoir est celui de ne pas continuer à faire comme si de rien n'était. J'embraye sur... je ne sais pas si je veux dire que c'est personnel. J'ai reçu lundi dernier, et je n'ai même pas encore répondu à la personne, une amie. Elle est pourtant plus âgée que moi, mais c'est une bonne amie qui est gabonaise, mais qui est en même temps, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, enfin bref, elle est dans une institution, une organisation importante. Elle m'a fait un message auquel j'ai toujours pas répondu, d'abord parce que ça m'a touchée. Elle me dit, Joël, tu sais que nous sommes dans cette communauté plusieurs femmes de toutes les nationalités. Dis-moi, parce qu'il n'est plus possible de continuer à supporter que les gens meurent comme ça et que nous, on continue de faire comme si de rien n'était. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses que nous pouvons faire et qui ait réellement un impact positif, non seulement dans la résolution de ce conflit entre le Rwanda et la RDC, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour venir en aide à ces femmes. Je vous en parle comme ça, j'ai froid dans le dos et je lui ai dit, écoute, laisse-moi me remettre de mes émotions parce que ce que tu me sors là, ça me dépasse, que ce soit une Gabonaise qui est entourée de Camerounaises, de Guinée-Bissau, de ci, de ça,
que ce soit vous qui réfléchissez sur ce que l'on peut faire chez nous. Ça veut dire que de ce que vous voyez au loin, vous avez l'impression que nous n'en faisons pas assez ou qu'on n'en fait pas du tout. Or, je sais qu'il y a des initiatives. Mais comme ces initiatives sont spontanées, ponctuelles, individuelles, parce que la femme, ça on ne l'a pas dit, hein, souvent on ne travaille pas ensemble, hein, vous savez. Souvent on pense que pour briller, il faut éteindre les autres. Et donc chacun veut être à l'initiative, ou chacune veut être à l'initiative d'une grande initiative. Et au finish, ça va accoucher d'une souris, et quelqu'un d'autre va reprendre le relais. Quand est-ce que nous pouvons nous dire qu'à partir de tel jour, toutes les femmes congolaises, nous arrêtons soit de nous alimenter. Non, mais les autres ne mangent pas. On peut être solidaire. Soit de nous alimenter pendant un jour, pendant 2 jours, parce qu'on veut que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. C'est une question qui m'a été posée. C'est une question à laquelle je n'ai pas su répondre directement, parce qu'il y a tellement d'implications. Elles sont politiques, elles sont socioculturelles, c'est trop difficile. Et ma réponse, elle est longue à votre question, parce que c'est peut-être une litanie mais je voudrais donner espoir à ces femmes, qu'elles sachent que les femmes de l'Est, elles ne regardent pas la télé, mais au moins que ceux qui leur apportent à manger leur disent que nous sommes avec elles, nous sommes de cœur avec elles, nous faisons ce que nous pouvons. Et moi, j'aurais voulu être là-bas déjà pour le 8 mars. Malheureusement, je suis à Kinshasa, mais le mois ne se terminera pas, que j'apporterai du peu que j'ai, du peu que je peux trouver et partager et distribuer avec mes compatriotes de la République démocratique du Congo, mais au niveau de sa partie Est. Mon mot de la fin, c'est que prenons courage, les temps sont durs dans le pays, nous parlons de l'Est, mais le pays tout entier connaît pas mal de turbulences, donc prenons confiance en nous, les femmes continuons d'être cette aide, ce vecteur de développement de la société congolaise. On les connaît dans l'économie, même si ça reste informel, mais on sait que les efforts des femmes sont conséquents. C'est ce qui permet d'envoyer les enfants à l'école, c'est ce qui permet de les soigner, c'est ce qui permet de construire ce Congo. Travaillons pour que demain, nous ne soyons plus ces femmes qui ont le dos courbé, la tête baissée, mais que nous soyons des femmes dignes d'être celles qui ont été émancipées depuis tellement longtemps dans ce pays, dignes d'une grande nation, dignes d'une grande histoire, dignes d'une grande fierté que d'autres nations ont portée à notre place en disant « nous connaissons les Congolais, donc nous sommes à moitié Congolais ». Reprenons maintenant nous-mêmes ce flambeau-là, redevenons cette nation dont tout le monde parlait et qui doit être vraiment, qui doit revenir dans le concert des nations. Voilà.